Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 26 mars avec un programme très chargé. Ce soir d'abord, le bras de fer entre le maire de Cannes, David Lisnard, et le ministre de la Santé, Olivier Véran. David Lisnard qui réaffirme qu'il vaccinera bien les plus de 50 ans dans sa commune. David Lisnard qui sera avec nous dans quelques minutes. Autre invité de marque dans ce Grand Direct, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était en visite en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le site d'ArcelorMittal à Fos. 15 millions d'euros pour assurer la décarbonation. Et puis sur le site des CNIM à la Seyne-sur-Mer, les chantiers navals qui sont sauvés. L'État apporte 40 millions d'euros pour soutenir l'activité. Et puis enfin, ce débat à la fin de l'émission. Eric, la baguette à l'UNESCO. C'est une proposition de la France. Le patrimoine mondial de l'UNESCO pourrait intégrer la fameuse baguette française. Nous en discuterons avec le patron des boulangers varois. Voilà pour le sommaire de ce Grand Direct. Nous parlerons aussi du sort des brasseurs dans cette émission, des brasseurs locaux qui sont en danger, qui ne savent plus comment écouler leurs marchandises et qui organisent des distributions au grand public. Nous serons d'ailleurs également avec le directeur général associé de la brasserie du Comté, qui est une brasserie emblématique, fabrique donc sa bière dans les Alpes-Maritimes et qui est aujourd'hui menacée de disparition. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Merci d'être là comme tous les soirs. Le gros morceau, des deux gros morceaux dans cette première partie de Grand Direct, Bruno Le Maire dans quelques instants. Et ce bras de fer, donc je le disais, entre David Lisnard et le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui hier s'est exprimé sur le cas du maire de la Cité des Festivals qui souhaite vacciner les plus de 50 ans parce qu'il a des doses et parce qu'il a vacciné toute la population cible, c'est-à-dire les plus de 70 ans. On va écouter ce qu'a dit Olivier Véran sur cette initiative. C'était hier en marge de sa conférence de presse. Je ne qualifierai pas l'attitude ou la décision du maire de Cannes. Je regrette qu'il l'ait faite de façon totalement autonome, sans en alerter ni la direction générale de l'ARS, ni même le préfet, ni même l'ensemble des soignants qui sont mobilisés pour vacciner à Cannes comme partout ailleurs en France. Je dis juste que je suis certain qu'on peut trouver à Cannes, je suis certain parce que je le sais, des personnes qui sont âgées de 85, 90 ans, qui n'ont pas encore été vaccinées, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, et qui, je pense, ne comprendront pas forcément que quelqu'un qui a 50 ans, qui est en très bonne santé, puisse aller avoir un rendez-vous. Moi, je préfère les élus qui se battent pour aller chercher chez eux, s'il le faut, pour les personnes les plus isolées et qui n'ont pas encore pu être protégées. Parce que ce sont ces personnes-là qu'il faut protéger en priorité. Voilà, on vient d'entendre Olivier Véran à propos de cette fameuse question de la vaccination. Bonsoir David Lisnard, merci d'être avec nous. Vous allez vacciner les plus de 50 ans dans la ville de Cannes parce que vous pouvez le faire. Bonsoir, oui, tout à fait. Nous avons une planification sur les doses que nous attribue le ministère de la Santé. Compte tenu du fait que nous avons terminé les premières populations cibles, les plus de 75 ans volontaires, les 65 ans, 75 ans volontaires sont tous inscrits et la vaccination a commencé, les personnes en comorbidité et les personnels soignants, ainsi que dans les EHPAD où on a atteint le taux record de 97% de vaccination. Il serait incongru de ne pas utiliser les doses qui nous sont affectées par le ministère sur des critères démographiques qui sont les mêmes dans toutes les communes. Et donc, nous avons bien entendu qu'il fallait vacciner matin, midi et soir. Donc, on vaccine et on va attaquer les plus de 50 ans dans les prochains jours. Alors, on parle beaucoup de cette décision depuis 24 heures. Est-ce que vous avez pris attache ou est-ce que le préfet a pris attache avec vous dans l'optique peut-être de vous empêcher de faire cela, puisque les propos d'Olivier Véran étaient quand même assez martiaux? Écoutez, j'ai été très surpris de ces propos nationaux en plus. On ne fait que répondre à la nécessité médicale qui consiste à vacciner le plus vite possible et le mieux possible. On le fait en respectant les critères de la doctrine de l'État. Toutes les personnes vaccinées le sont sous le contrôle de l'État dans nos vaccinodromes et inscrites sur le fichier de la CPN, dit fichier Amélie. Et donc, très objectivement et très honnêtement, nous, on continue notre boulot. On est là pour vacciner au mieux et on ne peut pas s'aligner sur la lenteur ou sur la non-performance. Vous voyez, c'est quand même incongru que je sois obligé de répondre à des questions sur le fait qu'on a réussi à s'organiser de façon méthodique. Il n'y a pas une dose qui est perdue. On arrive, grâce à la qualité des personnes qui travaillent dans nos vaccinodromes, dans une entente d'ailleurs publique-privée qui est innovante depuis 1 an, à faire 7 injections
par flacon, alors qu'au départ ça devait être 4 ou 5, et donc de façon extrêmement rigoureuse. Et c'est comme ça là aussi qu'on arrive à bien vacciner et à vacciner plus vite et plus de monde, tout en étant très rigoureux. Donc évidemment qu'on continue, ça me paraît la moindre des choses. David Lisnard, vous prenez une initiative forte avec cette annonce, d'ailleurs qui est suivie par quelques maires déjà dans les Alpes-Maritimes et peut-être ailleurs en France. Mais quand vous dites que les quotas de doses de vaccins vous sont alloués par le ministère de la Santé, est-ce que vous ne craignez pas, après cette remarque forte du ministre de la Santé, que précisément, en rétorsion, vos quotas soient réduits de vaccins ? Ce serait impensable, parce que dans ce cas-là, ce serait un scandale d'État, puisque nous sommes en République française et que les doses sont attribuées sur des critères officiels par rapport à la démographie, donc aux tranches d'âge et au nombre de personnes par tranche d'âge. Donc revenir sur des critères démographiques, des critères officiels et légaux et réglementaires, parce que ce que l'on fait est trop rapide ou est trop efficace, ou parce qu'on ne plaît pas au ministre de la Santé, ça me paraît objectivement inenvisageable. Ce serait complètement fou, enfin ce serait scandaleux. Et donc, mais je le répète, nous on n'a pas fait d'annonce forte. On a, avec les équipes qui m'entourent, on n'a pas fait d'annonce du tout. D'ailleurs, on a juste informé les habitants de plus de 50 ans qu'ils pouvaient venir s'inscrire à partir d'hier pour commencer à être vaccinés en fin de semaine prochaine, selon les quotas de doses qui nous ont été affectés et dans le respect des hiérarchies qui ont été mises en place par l'État. Et je ne sais pas pourquoi, je vous le dis très franchement, le ministre de la Santé a voulu produire cette attaque polémique qui me paraît tout à fait déplacée, inutile. On a autre chose à faire. On doit se concentrer sur la vaccination et sur la lutte contre le Covid. Il y a la vie de personnes qui en dépendent, il y a des familles qui sont endeuillées ou qui affrontent la maladie, puis il y a toute une économie à l'arrêt. Chaque jour de confinement coûte des centaines de millions d'euros dans le pays. Tout ça est absurde. Donc moi j'invite le ministère de la Santé à se concentrer sur sa mission sanitaire et pas à gronder les maires qui font leur travail. Une dernière question pour terminer en 30 secondes. Vous avez annoncé une autre batterie de mesures pour lutter contre la Covid cet après-midi, notamment le dispositif Comet qui va mettre en action les pompiers pour analyser les eaux usées. La détection, vous souhaitez l'amplifier aussi, hein ? Oui, c'est indispensable. Et d'ailleurs, on a mis en place ce dispositif avec Comet, donc, qui regroupe des industriels et des scientifiques, avec les marins-pompiers de Marseille qui sont très proactifs et très en avance grâce à la détermination de l'amiral Andrieux, et avec d'ailleurs l'ARS, parce que tout ce que l'on fait là est pionnier et à valeur de pilote en France, mais on le fait en parfaite interaction avec les services du ministère de la Santé, en tout cas les services déconcentrés, c'est-à-dire les services locaux. Et donc ce qui est très très fort dans les technologies qui sont retenues aujourd'hui à Cannes et que nous apporte le réseau Comet, c'est que, outre les analyses qui étaient déjà faites sur les eaux usées, là, grâce à un niveau plus fin d'analyse et plus rapide, on peut identifier dans un immeuble et même sur un palier le supercontaminateur, c'est-à-dire la personne qui n'est pas encore symptomatique, qui n'est pas encore positive au test RT-PCR jusqu'à 5 jours avant sa positivité, mais qui est dans la période de contagiosité qui précède la positivité. Vous savez que 10% des personnes contaminées contaminent 90% des futurs contaminés. Donc ce sont les supercontaminateurs qu'il faut identifier, ce que font très bien les pays asiatiques ou l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et ce qu'ils appellent le backtracking. Et lorsqu'on arrive à remonter à ces supercontaminateurs, on peut les prévenir, ils peuvent respecter les protocoles de protection et d'isolement, et ainsi éviter que la maladie reprenne. C'est la seule façon efficace de lutter contre la maladie et de pouvoir rouvrir les activités commerciales, culturelles, sociales du pays. Merci beaucoup David Lisnard, maire de Cannes. Merci d'avoir accepté cette invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Alors parmi les maires qui partagent l'avis de David Lisnard, il y a Jean Leonetti qui lui aussi a déclaré ce matin, il l'avait déjà dit dans Nice Matin, plutôt dans la semaine d'ailleurs, que lui aussi allait vacciner les plus de 50 ans pour les mêmes raisons que David Lisnard. Jean Leonetti qui a pris une autre mesure, celle d'autoriser les commerçants à vendre, à installer leurs étals sur le domaine public pour contourner finalement la fermeture qui leur est imposée par le couvre-feu et surtout le confinement. Reportage donc dans les rues d'Antibes, signé Claudia Olivier. Caroline est ravie. Sur décision du maire d'Antibes, elle peut désormais vendre ses chaussures sur le trottoir devant son magasin. Plutôt que de rester à la maison, broyer du noir, parce qu'aujourd'hui c'est ça, s'inquiéter pour l'avenir,
On vient travailler, ça permet de garder du lien social, économiquement aussi, bien évidemment. Non, c'était une très bonne décision. Et puis, après aux gens d'être raisonnables et de le faire dans le respect des gestes barrières. Gestes barrières, distanciation sociale, gel hydroalcoolique, tout est mis en place pour limiter la propagation du virus. La clientèle est unanime. Moi, je pense aux commerçants que les pauvres, c'est dur pour eux. Voilà. Donc, on pense à tout le monde. On est solidaires actuellement. Là, j'ai trouvé la belle vitrine de chaussures et j'étais ravie. Je me suis acheté une paire de chaussures. Lien social, regain économique, reprise de l'activité. Pour cette autre commerçante qui vend du prêt-à-porter, c'est une vraie bouffée d'oxygène. On a été soulagés et très contents de cette décision du maire parce que ça nous a permis de pouvoir travailler plus sereinement parce qu'on était vraiment au bord du gouffre et là, c'est vrai que cette décision, ça nous soulage, vraiment. Depuis ce jeudi, le maire d'Antibes autorise les commerçants à s'installer sur le domaine public, devant leurs magasins, une manière de contourner la fermeture des commerces dits non essentiels, que Jean Leonetti juge incohérente. On a des marchés de non-sédentaires sur la ville et des marchés de vente de vêtements. Il aurait quand même été très paradoxal et très injuste de voir que le non-sédentaire, il peut vendre sur la place publique et que le sédentaire qui paye son loyer, qui vit ces difficultés qu'on connaît aujourd'hui, lui, il n'a pas le droit de se mettre sur l'espace public, donc à l'air libre pour faire la même chose. Donc ça me paraissait une mesure normale. Malgré le tour de vis donné la semaine dernière par le gouvernement, rien n'interdit aux maires de prendre ce type d'arrêté. D'autres villes ont d'ailleurs sauté sur l'occasion comme Menton, Valoris ou encore Villeneuve-Loubet. Voilà, du pain sur la planche du préfet des Alpes-Maritimes. Oui, les communes qui veulent vacciner les plus de 50 ans et celles qui autorisent les commerçants à vendre sur le trottoir. Ouais, je dirais que ça craque un peu de partout. Là. Alors, je ne sais pas si c'est juste la région sud, les Alpes-Maritimes, mais on voit que de plus en plus, les décisions de Paris sont contestées sur les commerces à Antibes, sur les vaccins à Cannes. Et puis, à noter quand même, sur le front de l'épidémie, ces deux annonces fortes quand même aujourd'hui. Les vétérinaires et les chirurgiens dentistes sont appelés à vacciner à leur tour. Alors, ça concerne 252 000 professionnels. Il faudra attendre que la Haute Autorité de la Santé donne son avis. Mais 252 000 professionnels qui vont vacciner en plus. Et puis, cette annonce de Jean-Michel Blanquer, tout à l'heure, le ministre de l'Éducation, dans sa conférence de presse, qui a indiqué que dès l'instant où on détecterait un cas de Covid-19, l'ensemble de la classe serait fermée. Ça veut peut-être dire que dans les jours qui viennent, on va avoir beaucoup de classes fermées. Voilà, dans les 19 départements, je crois, qui sont concernés par les mesures un peu plus restrictives. C'est le cas donc des Alpes-Maritimes. Un cas et on ferme la classe. Et hier, on en parlait d'ailleurs avec Emmanuel Trigot du Var, du FSU Var, qui disait qu'il y avait déjà beaucoup de classes qui étaient fermées dans l'académie de Nice. Nous en venons à la visite de Bruno Le Maire dans notre région, sur le site d'ArcelorMittal d'abord, à Fos-sur-Mer, et sur celui des CNIM à la Seyne-sur-Mer. Bruno Le Maire qui est l'invité de ce grand direct ce soir. Bonsoir Bruno Le Maire, merci d'avoir accepté notre invitation en marge donc de cette visite en région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec plutôt de bonnes nouvelles qui concernent la CNIM et les CNIM et ArcelorMittal, des chèques, des enveloppes pour accélérer soit la digitalisation et la transition écologique dans le cas d'Arcelor, et pour sauver tout simplement l'entreprise avec un prêt garanti de l'État de 40 millions d'euros pour la CNIM. Alors s'agissant d'Arcelor, oui, sur le site de Fos, nous avons investi 15 millions d'euros, c'est de la subvention directe, ce n'est pas des prêts, pour accélérer la transformation de l'usine, décarboner le site industriel de Fos, donc qu'il émette moins de CO2, et avoir un site donc, qui soit plus compétitif et capable de créer des emplois. Donc c'est un investissement majeur. Moi, je crois à l'industrie, je crois à la réindustrialisation de notre pays. Et ces 15 millions d'euros montrent que nous croyons à l'industrie lourde sur la région et sur le site de Fos. Puis la CNIM, c'est un dossier que nous avons traité depuis maintenant des mois avec le maire de Toulon, Falco, avec les élus locaux, avec le président de la région, Renaud Muselier, avec les députés. C'est une entreprise qui est majeure, qui est stratégique. C'est 1200 emplois à la Seine-sur-Mer, c'est plus de 2400 emplois au niveau national. Et nous avons voulu préserver l'unité de la CNIM.
On ne voulait pas une vente par appartement de ces activités qui sont de belles activités, qui réussissent, qui sont compétitives. Donc je vais apporter cet après-midi 40 millions d'euros à la CNIM pour assurer le développement économique du site, assurer le développement économique de la Seine-sur-Mer. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour la ville de la Seine-sur-Mer, une excellente nouvelle pour toute la région PACA et une preuve de notre détermination à accélérer la relance économique de la France. De ce point de vue-là, vous n'avez jamais lâché les salariés, il faut être honnête, le reconnaître. Est-ce que c'est aussi la position stratégique des CNIM qui sont leaders dans pas mal de domaines, mais aussi dans celui de la défense, qui ont poussé l'État à s'investir autant? Alors ça a joué, bien entendu, mais c'est aussi l'emploi local. Enfin, quand vous avez une entreprise qui représente 1200 emplois sur une ville de la taille de la Seine-sur-Mer. Vous savez, moi je suis élu local, je suis élu de la ville d'Évreux. Je sais que lorsque vous avez une entreprise, à Évreux c'est Glaxo qui fait des médicaments, qui représente près de 1000 emplois. Si cette entreprise périclite, mais c'est toute la ville qui est menacée. C'est la même chose pour la Seine-sur-Mer. La CNIM est une entreprise absolument stratégique pour la Seine-sur-Mer. Elle a effectivement, vous avez raison, des activités militaires et de défense qui nous paraissaient tout à fait essentielles. Donc nous nous sommes battus, j'ai toujours été du côté des salariés, toujours été avec les salariés. Je pense qu'ils ne pouvaient pas comprendre, et ils avaient raison, que nous puissions abandonner cette entreprise. Et je me réjouis que, parce qu'on a tous travaillé dans la même direction, les élus locaux, les élus nationaux, les salariés, les représentants syndicaux, nous arrivions à ce beau résultat. Je pense que c'est vraiment un motif de fierté pour nous tous de nous dire « nous avons sauvé la CNIM ». Bruno Le Maire, bonsoir. Dans les colonnes de Var Matin, vous indiquez qu'au cours des 30 dernières années, la France a laissé partir beaucoup d'industries. Est-ce que ce prêt historique de 40 millions d'euros pour la CNIM de la part de l'État et de Bercy, c'est le point de départ d'autres prêts pour éviter justement que des pans entiers de l'industrie français partent à l'étranger? Je ferai tout ce qui est nécessaire pour accélérer la reconquête industrielle française. Il y a eu, vous avez raison Éric Revel, une hémorragie industrielle au cours des 30 dernières années. On a laissé faire, on a laissé passer, on a détruit des dizaines de milliers d'emplois, on a perdu des secteurs industriels absolument stratégiques parce que nous n'avons pas fait le nécessaire et parce que nous ne nous sommes pas battus suffisamment et parce que nous n'avions pas de stratégie claire. Là, avec le président de la République, nous sommes déterminés à agir de manière radicalement différente. D'abord, on se bat. Je me bats pour la CNIM, je me bats pour ArcelorMittal et le site de Fos. Je me suis battu pour Ascoval dans le Nord. Je viens de prêter 20 millions d'euros à Ascoval pour que l'usine continue à fonctionner. Donc partout en France, nous venons au secours d'entreprises qui sont en difficulté et nous nous battons pour les emplois. Bruno Le Maire. Deuxième chose, c'est que nous avons une stratégie. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'apporter des subventions ici ou là. On a aussi la volonté d'avoir une fiscalité plus favorable. Nous baissons les impôts de production de 10 milliards d'euros cette année, 10 milliards d'euros l'année suivante. C'est un soutien direct à l'industrie parce que c'est l'industrie qui paye ses impôts de production et que vous ne pouvez pas garder des entreprises industrielles si vous avez des impôts de production 7 fois plus élevés que vos voisins allemands. Donc ça, c'est le deuxième point. Nous avons une méthode et une stratégie. Et puis le troisième point qui est essentiel, c'est que nous avons aussi une vision de long terme, c'est celle d'une industrie décarbonée. C'est parce que nous aurons une industrie verte, respectueuse de l'environnement, que nous serons compétitifs par rapport à nos grands voisins étrangers. C'est le choix qu'on a fait par exemple sur le site de Fos-sur-Mer. On finance la décarbonation de l'industrie pour avoir un acier plus propre, différent de celui qui est produit dans d'autres régions du monde. Deux questions pour terminer, si vous le permettez, Bruno Le Maire. Vous parliez de fiscalité, alors je ne sais pas si le terme est approprié, mais on sait que les Français ont beaucoup épargné. C'est un sujet que vous regardez de près à Bercy pendant cette crise sanitaire. Comment est-ce que Bercy, finalement, compte récupérer, réinjecter cette épargne des Français dans le secteur de la consommation, par exemple? Je crois que la première condition pour que les Français débloquent leur épargne lorsque les risques sanitaires seront derrière nous, c'est la garantie que nous leur donnons que nous n'augmenterons pas les impôts. Tant que je serai ministre des Finances, nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Et c'est une garantie forte que je leur donne parce que s'ils anticipent une augmentation d'impôts, forcément les Français épargnent en vue de cette augmentation d'impôts au lieu de le consommer et de participer à la relance de l'activité économique. Chacun sait aussi que nous avons mis en place des produits d'épargne retraite, des produits d'investissement dans l'économie française qui marchent bien. C'est une deuxième réponse que nous apportons, apporter aux Français des produits qui leur permettent d'investir dans les PME, d'investir dans l'économie française.
Et puis nous avons une troisième réponse à laquelle je crois, sur laquelle nous travaillons, c'est de permettre aux grands-parents, aux parents, de transmettre des sommes, même des petites sommes, à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, sans aucune taxe, sans aucune facilité, pour leur donner le signal, transmettez une partie de ce que vous avez, même si une fois encore ce sont des sommes qui sont peu importantes, à vos enfants et à vos petits-enfants. C'est les jeunes qui ont le plus souffert aujourd'hui de cette crise sanitaire. C'est eux qui ont eu les contraintes les plus difficiles pour leur vie quotidienne. Je pense que c'est bien de leur donner ce coup de pouce en aidant à la transmission et au don de sommes financières qui peuvent être de quelques milliers d'euros, mais qui vont accélérer la consommation et accélérer la relance économique. Juste sur cette affaire de dons, vous pourriez plutôt augmenter le plancher actuel de 100 000 euros ou la durée avant laquelle on ne peut pas de nouveau faire un don? Ça, nous verrons. Nous sommes encore en discussion sur les modalités pratiques avec le président de la République et le Premier ministre. Je crois que tout ça s'inscrit dans une stratégie plus globale, qui est de dire qu'il y a 200 milliards d'euros qui ont été épargnés. Nous avons 100 milliards d'euros de plan de relance. Le plan de relance, nous le décaissons très vite. Mon objectif, c'est d'avoir décaissé 40 milliards d'euros parmi ces 100 milliards d'euros de plan de relance dès l'année 2021. Et puis, il reste cette épargne des Français qui représente le double du plan de relance, 200 milliards d'euros. Il faut donner une multiplicité d'incitations aux Français d'aller dépenser cet argent, soit dans la consommation, soit dans l'investissement dans l'économie française. J'aurai l'occasion de préciser tout cela dans les semaines à venir. Dernière question, Bruno Le Maire, parce que votre temps évidemment est compté. On a entendu le président de la République hier soir dire on va tout faire évidemment pour éviter un nouveau reconfinement plus fort, plus strict. Mais si ça devait être le cas, j'imagine qu'à Bercy, vous regardez combien ça coûterait, parce que l'économie ne peut pas de nouveau basculer dans la récession comme l'an passé. Les choses doivent être très claires pour tout le monde. Si des nouvelles mesures sanitaires étaient nécessaires, et ça c'est le président de la République et le Premier ministre qui le décideront en Conseil de défense la semaine prochaine, nous au ministère de l'économie et des finances, nous nous tenons prêts, comme depuis le début de cette crise, pour soutenir tous les secteurs qui seraient touchés par ces nouvelles règles et ces nouvelles contraintes sanitaires. Le choix que nous avons fait depuis plus d'1 an, c'est de protéger nos salariés, de protéger nos entreprises. Et j'ai toujours été très clair là-dessus, tant que la crise sanitaire durera, nous continuerons à apporter les soutiens nécessaires. Donc nous nous tenons prêts. Il n'y a pas de surprise. Nous anticipons tout ce qui peut se passer, y compris du point de vue sanitaire et des conséquences économiques. Et nous sommes prêts à agir si jamais cela devait être nécessaire. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Merci également à Yentel Criado qui vous accompagnait pour ce duplex. Voilà, merci au ministre de l'économie pour cette interview d'une dizaine de minutes quand même, où les dossiers étudiés ont été vastes. Alors pas d'augmentation d'impôts. Hein. Tant qu'il sera ministre des Finances. Voilà. Donc on peut présumer qu'il le sera au moins jusqu'à la fin du mandat. Votre édito, Éric, va un peu dans le prolongement. Hein, oui, dans le prolongement du sauvetage de la CNIM de la Seine, avec les 40 millions d'euros qu'a apporté le ministre des Finances, on l'a entendu, parce qu'il s'agit d'arrêter l'avancée du désert industriel français. Hein. Depuis 30 ans, Bruno Le Maire le rappelait, la désertification industrielle en France, on a perdu beaucoup de secteurs. Hein, la machine à outils, on a perdu les semi-conducteurs, les vaccins, on le sait bien en ce moment. Et puis beaucoup de grandes entreprises françaises ont été rachetées et ont sûrement potentiellement complètement disparu. C'est le cas d'Alcatel, de Péchinet, d'Arcelor, la liste est longue. Alors combien de fleurons industriels français sont passés sous pavillon ou ont disparu totalement? C'est autant de secteurs industriels qui nous manquent aujourd'hui. Il est temps que la France s'inscrive effectivement dans une stratégie industrielle de fond. Le contexte sanitaire nous oblige à mettre en place une politique nationale de l'industrie, de la relocalisation. Il n'y a que de cette manière, à mon sens, Nicolas, que notre pays recouvrera sa souveraineté industrielle, mais surtout, il n'y a qu'à cette condition qu'on recréera massivement des emplois dans notre pays. La Compagnie des Petits, on suit le feuilleton de ce groupe d'habillement qui est en grosse difficulté. Le site des Bouches-du-Rhône, là-bas, les salariés sont très inquiets. Il y avait une audience ce matin devant le tribunal de commerce de Marseille et les nouvelles ne sont toujours pas très bonnes. Cindy Chevaux était sur place. À la sortie de l'audience, les visages sont fermés.
C'est au tribunal de commerce de Marseille que se jouait l'avenir du groupe H3M ce vendredi. Pour rappel, il a été placé en redressement judiciaire fin janvier. Il y a 3 semaines, une première audience a été reportée, un délai supplémentaire sur lequel le CSE misait beaucoup. Pourtant, l'optimisme a laissé place à la déception. C'est très dur parce que ça ne finit pas, et on va risquer de finir au chômage s'il n'y a pas un repreneur sérieux. Ah oui, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour essayer de sauver le plus d'emplois possible. Et pour cause, quelques repreneurs se sont manifestés, mais ils veulent racheter les sociétés de la Compagnie des Petits et Allo Bébé, mais aussi l'utilisation de ces marques et le bâtiment des Pennes Mirabeau. Problème, ni les marques ni les locaux ne sont la propriété du groupe. Pendant 4 longues heures, les parties ont donc débattu sur l'extension de la procédure judiciaire, condition sine qua non pour l'avenir du groupe et ses plus de 200 salariés. Pour le moment, il y a quelques reprises envisagées, mais dans des conditions de reprise relativement faibles du nombre de salariés. Donc il est absolument indispensable qu'on puisse avoir, si vous voulez, un paquet comprenant l'intégralité de l'activité avec la marque et pas seulement quelques boutiques sans pouvoir posséder Allo Bébé, sans pouvoir prétendre à l'utilisation de la marque La Compagnie des Petits. L'extension sera-t-elle validée? Réponse le 8 avril prochain. En parallèle, une nouvelle période d'observation court jusqu'au 24 avril. Petite parenthèse en marge de cette affaire, c'est vrai que là, la période, quand les entreprises ont des difficultés financières pour trouver des repreneurs, des groupes qui ont les reins solides et qui vont pouvoir s'engager, ça ne doit pas être évident quand même avec les perspectives qu'on a là face à nous. C'est une période qui est compliquée pour toute l'économie. C'est une période qui est compliquée, mais on sait aussi que le capitalisme a ses secrets que la raison ignore. Je veux dire par là que les restructurations parfois s'emballent dans des périodes de crise économique et de crise sanitaire comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aussi le secteur du textile est extrêmement concurrencé, notamment par les pays asiatiques, et que donc aujourd'hui tous ces problèmes s'additionnent et rendent difficile la reprise d'entreprise. Mais évidemment, on va suivre avec beaucoup d'intérêt celle-ci parce qu'elle concerne notre région. La période est aussi difficile pour les brasseurs. On va s'intéresser après, dans une dizaine de minutes, au sort des brasseurs indépendants dans les Alpes-Maritimes qui, face à la Covid, ne peuvent pas écouler leurs marchandises, et donc vendent directement au public. Et puis, il y a le cas très particulier de la brasserie du Comté, toujours dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir, Edwards, vous êtes le directeur général, Edwards Dilly, le directeur général associé de la brasserie du Comté. Initialement, je dis initialement parce que c'est là aussi le problème, installé à Saint-Martin-Vésubie, et vous, le problème c'est que tout votre bâtiment, tout votre matériel a été emporté durant les intempéries qui ont ravagé les vallées. On vous croyait sauvé, tout le monde s'était mobilisé, les élus, les particuliers, les brasseurs indépendants, mais là, c'est une course contre la montre que vous avez entamée, et en réalité, vous êtes vraiment menacé de fermeture. Oui, c'est tout à fait ça. Donc la brasserie a été détruite durant la tempête Alex. On a été énormément aidé par toutes les collectivités locales, les chambres consulaires, par les confrères. On avait trouvé des solutions grâce aux assurances pour pouvoir louer chez les copains et continuer à brasser. Sauf qu'il faut absolument que le 1er octobre, nous puissions pouvoir avoir notre brasserie, car sans l'aide de l'assurance, on ne peut pas continuer ainsi. Donc c'est une course contre la montre, sachant qu'on a un timing qui est bien précis, qui est le 30 septembre pour pouvoir avoir sa brasserie, et qu'il faut 6 mois pour acheter une salle de brassage avec des cuves. Donc on a déjà passé ce timing, donc on est vraiment au bord du précipice. Voilà, et je lisais dans un article de Nice Matin de notre confrère Grégory Leclerc qu'en plus, entre-temps, l'inox avait augmenté de 15%. Vous deviez déjà sortir 1,5 million d'euros dans votre plan d'investissement, et ça a fait donc augmenter considérablement la note. Donc en gros, là, il faut que vous trouviez une solution dans les jours qui viennent. C'est déjà trop tard, mais plus on avance, et plus ça va devenir compliqué. Si dans 1 mois, 1 mois et demi, on n'a rien, il n'est pas possible pour nous, à partir d'octobre, de pouvoir louer les structures des amis. Ça coûte entre 50 et 70 000 euros. Donc c'est carrément impossible. Et en effet, l'inox a augmenté parce que tout simplement à cause du Covid, il y a des usines qui ont fermé, donc moins de production, et donc du coup les prix ont augmenté.
Alors, de quoi auriez-vous besoin, du coup, aujourd'hui? Est-ce que là, c'est aux politiques d'agir, en politique en général, à la métropole, à la ville de Saint-Martin? Est-ce qu'ils doivent vous fournir un local? Est-ce que c'est sur eux que vous comptez? Alors, c'est sur eux qu'on compte pour remonter à Saint-Martin, parce qu'on n'a pas le choix. À Saint-Martin-Vésubie, malheureusement, il y a plus grand-chose. Et ils font tout et ils donnent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour pouvoir nous aider. On jette la pierre à personne parce que la situation est très, très, très compliquée. Et de pouvoir trouver des solutions aussi rapidement, c'est compliqué. Plus le Covid en plus qui aide pas. Donc oui, pour remonter à Saint-Martin-Vésubie, on a besoin des collectivités, des chambres consulaires pour pouvoir remonter. On est en train de trouver, suite au communiqué de presse et l'appel qu'on a lancé, on a des solutions qui sont ouvertes maintenant du côté de la plaine du Var, ce qui est bien. Mais nous, on veut remonter dans le village, on veut remonter dans la vallée pour donner de l'activité économique. Il est hors de question de commencer à s'installer sur la côte, parce qu'on sait très bien qu'après, si on commence à s'installer, on ne sait pas quand est-ce qu'on va remonter, et c'est maintenant que la vallée a besoin de nous. Alors, une question sur la demande, parce que en plus, je crois qu'elle est là, c'est-à-dire que vous ne manquez pas de clients, vous ne demandez qu'à travailler, en fait. C'est exactement le problème. Déjà, avant la tempête Alex, on livrait entre 30 et 40% des clients professionnels. On tournait on était parti à 6 000 litres semaine de production. La demande est plutôt, nous concernant, autour de 20-25 000 litres par semaine, rien que sur la Côte d'Azur. Donc on en est très très loin de pouvoir y arriver. Donc voilà, donc pour l'instant, on a tout pour réussir. On a la demande qui est très très forte, on a les professionnels qui sont là, la population qui est là. Et il n'y a plus que maintenant à trouver un local pour pouvoir rebondir et repartir et refaire une belle brasserie. Et Édouard Dilly, comment ça se passe aujourd'hui pour vos salariés? Dans quel état sont-ils? Comment sont-ils aidés? C'est l'angoisse, c'est carrément l'angoisse. Déjà, il y a quand même le choc humain après la tempête Alex qui est compliqué. Pour des montagnards, de se dire on descend tous les jours travailler sur la côte, c'est pas l'idéal, mais ils le font parce que c'est une super équipe et qu'ils sont amoureux de la brasserie. Et pour eux, il est inconcevable de pouvoir rester en bas alors que c'est en haut qu'on a besoin de nous. Le village a besoin d'activité économique, a besoin qu'il y ait des enfants qui soient dans les écoles. Enfin, il faut absolument que l'activité économique reste dans les vallées, sinon c'est une catastrophe. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire de cette brasserie, parce que c'est un pari pas fou, mais presque. C'est une brasserie donc indépendante qui brasse donc sa bière dans les Alpes-Maritimes. Oui, c'est ça. Donc c'est notre associé Laurent Fretsch qui a créé la brasserie il y a maintenant 9 ans, en 2012. Et maintenant, on est 8 dans l'équipe. Et on a le projet de pouvoir monter jusqu'à 14-15 personnes si tout va bien sous 2 ans. Donc ça marche bien et c'est la mode des craft beer. Il faut savoir qu'en France, ça représente à peu près, donc les bières artisanales, 6 à 7% de la consommation. Si on prend dans le pays anglo-saxon, ça est 40-45% de la consommation. Donc c'est une tendance qui va venir naturellement. La demande est très très forte. Les gens ont besoin de savoir ce qu'ils consomment et de pouvoir visiter, comme ils visitent des vignobles, pouvoir visiter aussi des brasseries. Eh bien, on vous souhaite en tout cas de trouver une solution rapide, parce que c'est vraiment ça l'important, que ça se décante rapidement. Donc la brasserie du Comté, qui est un fleuron local aussi de l'art de vivre sur la Côte d'Azur, même si vous êtes dans la montagne, vous l'avez répété, vous êtes des montagnards, et on aimerait que tout ça finisse bien. Merci beaucoup et bon courage à vous ainsi qu'à toute votre équipe, et à très bientôt sur les antennes d'Azur TV. On suivra ça de près. C'est vrai que là, pour ces communes, double peine. Alors, pas de problème de demande, là on va le voir, pas le cas pour tout le monde, mais pas de problème de demande pour la brasserie du Comté, mais voilà les stigmates de la tempête. Oui, comme vous le dites, c'est une double peine, c'est tragique. On espère que la solution va être trouvée pour que cette brasserie reste dans la montagne, parce qu'elle a ses spécificités, parce que, comme le disait Édouard Dilly, son personnel, ses collaborateurs sont extrêmement attachés à ce qu'ils font. Donc espérons que cette pépite, j'allais dire, de patrimoine, puisqu'on parlera tout à l'heure de la baguette, Nicolas, que cette pépite du patrimoine alimentaire au sens large puisse rester là où elle est, parce que ça permettrait d'ancrer et de développer cette brasserie dans le Haut-Pays. Alors les copains dont parlait Édouard Dilly, les brasseurs indépendants des Alpes-Maritimes, eux aussi ont des difficultés, cette fois-ci liées à la Covid, restaurants et bars fermés.
Résultat, eh bien, aujourd'hui et demain, ils mènent une grande opération de distribution, pas gratuite, mais à prix coûtant, donc de très bonnes affaires à faire de toute leur bière au grand public. C'est bien sûr Alexis Ricard qui s'est penché sur la question. Pour ces 3 brasseurs des Alpes-Maritimes, c'est ménage de printemps. La fermeture des bars et autres restaurants ne leur permet plus d'écouler leur fût de bière. Pour faire de la place, ils proposent leurs produits directement aux particuliers. L'opération d'aujourd'hui, c'est l'opération Sauvez-nous le fût. C'est-à-dire que avec les restaurants, les bars, les restaurants, tout le CHR fermé depuis un moment et l'événementiel qui est évidemment d'office annulé depuis 1 an, nous, en tant que brasseurs artisans, nous avons de la bière en fût qui stagne, qui attend des clients. Et donc on a décidé de prendre les devants et de proposer la bière aux particuliers en vente directe. Un peu bradé pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Chacun peut venir avec son propre contenant. Bien sûr, des bouteilles sont aussi proposées. En tout, des milliers de litres sont déstockés. Des fûts destinés normalement aux professionnels et servis au verre à la tireuse. Pour remplir des bouteilles, il faut s'adapter, voire un peu bricoler. C'est pas du tout fait pour être tiré en bouteille. Faut savoir que nos bières étaient destinées à être tirées en verre. Et malheureusement, avec la fermeture des bars et des restaurants qui étaient nos clients dont les fûts étaient destinés, on s'est adapté aujourd'hui et on propose notre bière en bouteille. Le problème de tirer de la bière dans des bouteilles aujourd'hui, c'est que ça mousse un petit peu parce que le col de la bouteille est assez étroit. Donc on y va tranquillement, on les remplit doucement et on y arrive. Voilà. On a pensé aujourd'hui à rajouter un petit tube qui permet une petite canne qui plonge au fond de la bouteille pour éviter ainsi la mousse. Évidemment, on la transvase directement dans des contenants, donc il faut la boire dans la semaine. Clairement, parce qu'une fois qu'elle est servie, après elle peut perdre un petit peu de son gaz, elle peut potentiellement s'oxyder parce qu'elle va être en contact avec l'oxygène. Donc c'est des bières qui ne sont pas censées être gardées après pendant plusieurs semaines au frigo. Des stocks dormants qui illustrent bien la baisse d'activité de ces brasseries indépendantes. Le gros de nos volumes, enfin en tout cas je parle pour moi, se passe en fût pour les professionnels. Donc tant qu'ils sont fermiers, moi je perds 95% de mes ventes. Disons qu'actuellement ça va me permettre clairement de couvrir les charges fixes de la brasserie. Les clients, eux, sont ravis de soutenir ces artisans locaux et de se faire plaisir au passage. Je suis déjà venue soutenir le commerce local et puis me faire plaisir avec ce soir de bonne bière à l'apéro. C'est très important de venir et d'autant plus que ce sont des gens qui sont présents sur notre territoire. Donc un petit saut pour venir les voir, oui, ça mange pas de pain et tout le monde est content. Cette opération anti-gaspillage continue samedi, directement sur le lieu de production de la brasserie Craft Azur. Voilà. Non mais bon, avec modération. Toujours. Alors là, là-dessus, on plaisante pas. Avec modération, oui. Voilà. Bonsoir Guilhem Ricavi, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du journal La Provence. Alors avant de parler de Bruno Le Maire, que vous avez vous aussi reçu, puisqu'il était dans ce grand direct il y a quelques minutes, on va faire le lien avec les brasseurs. Demain, gros dossier sur les restaurateurs en colère. Eric disait tout à l'heure que ça craque un peu de partout dans la société. Les restaurateurs, ça date pas d'hier. Oui, effectivement, les restaurateurs qui ont été les premiers touchés lors du premier confinement et qui, depuis le mois d'octobre, ont dû refermer leurs établissements. Alors, c'est un mélange à la fois, vous le disiez, Nicolas, de colère et puis surtout d'une énorme déception et surtout d'un sentiment que rien ne redeviendra comme avant et que, bien évidemment, leur situation ne leur permettra pour certains pas de rouvrir parce qu'ils devront d'ici là mettre la clé sous la porte. Donc, tour d'horizon à Marseille dans ces établissements qui ne parviennent pas à imaginer un avenir, en tout cas qui n'ont pas une ligne d'horizon qui se dresse devant eux pour savoir quand est-ce qu'ils pourront reprendre leur accueil des clients, préparer des plats du jour, tout ce qui rend la société un petit peu plus conviviale. La conversion au click and collect ou à la nourriture à emporter, c'est fait difficilement dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille? Alors c'est très variable, effectivement on aborde cette question-là. On voit que certains établissements ont parfaitement réussi à conserver une clientèle avec du à emporter, des plats emportés. On voit que certains établissements ont parfaitement tiré leur épingle du jeu et d'autres, à l'inverse, ça a été une illusion de penser que ça allait fonctionner. Ils ont souvent ouvert ce qui maintenait des charges d'exploitation
Et face à ça, peu de clientèle en face. Donc ça dépend très clairement, c'est ce qui ressort de notre dossier, eh bien de la situation géographique de ces établissements. Ceux du centre-ville, oui, dans certains cas, ont bénéficié d'une clientèle de proximité qui est venue acheter en click and collect des plats, et d'autres, à l'inverse, n'ont pas connu la réussite avec ce mode nouveau de commercialisation. Mais le click and collect, Guilhem, ça ne permet pas de développer le lien social, ça ne permet pas d'avoir cette convivialité, ça ne permet pas d'entendre le bruit des fourchettes et des couteaux et de trinquer, et ça, c'est irremplaçable. C'est ça, quand on va au restaurant, il y a au moins 2 bonnes raisons. La première, c'est qu'on n'a peut-être pas envie de se faire à manger ou qu'on n'est pas proche de chez soi pour le faire. Et la deuxième, c'est justement ce temps d'échange, de partage avec ses collègues de travail, avec des amis, avec sa famille. Et ça, bien évidemment, le click and collect ne le permet pas toujours. On ne se retrouve pas dans la même configuration à manger dans une petite barquette sur son bureau que lorsqu'on est à plusieurs collègues de travail. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment miser et croire en la vaccination pour se dire que ça permettra, et c'est peut-être la seule méthode qui permettra de retrouver le chemin des cafés, des restaurants, des brasseries, où au final on se rend compte qu'on aime tous passer du temps. Puis on peut se dire une chose, c'est que si on commande en click and collect pour l'ensemble de sa famille et de ses amis et qu'on se retrouve confiné chez soi, le risque il est supérieur ou il est égal au fait qu'on aurait pu déjeuner ou dîner dans une salle de restaurant. Ça, très clairement, les questions sanitaires se posent moins au sein des familles, mais le risque reste pour autant majeur. Si vous retrouvez toutes les semaines un lointain parent qui vient chez vous, il y a ce risque-là. Et d'ailleurs, la préconisation, vous le savez bien, Eric, c'est de porter le masque même chez soi, avec des gens que l'on ne côtoie pas de façon régulière. Alors je ne sais pas si vous avez vu ces nouveaux masques, à mon sens un peu ridicules, justement pour permettre de déjeuner. C'est juste un masque sur le nez et qui laisserait la bouche sans masque pour pouvoir déjeuner. Bon, tout ça est un peu folklorique, non? Oui, je doute personnellement des performances sanitaires de ce genre d'équipement. Autre gros dossier demain, longue interview, j'imagine, de Bruno Le Maire, surtout Bruno Le Maire qui a rencontré vos lecteurs, le ministre de l'économie qui était avec nous il y a quelques minutes dans cette émission. Oui, effectivement, le ministre de l'économie qui a accepté l'invitation de la Provence et qui a été passé à la question, si vous m'autorisez l'expression, par 6 lecteurs, des lecteurs choisis volontairement, des salariés, des représentants syndicaux, des chefs d'entreprise, des responsables de syndicats de l'événementiel notamment, qui l'ont interrogé sur ce que faisait la France pour soutenir l'économie. Et globalement, d'ailleurs, nos lecteurs ont une image plutôt positive de l'action économique de la France. Peut-être qu'Éric Revel a un avis sur la question, mais en ce moment. Et puis surtout sur les perspectives des prochains mois et des prochaines années. Par exemple, sur cette question du PGE, on sait que les PGE, c'est un remboursement prévu sous 6 à 7 ans. Et donc là, a été évoquée la perspective qu'il y a un lissage beaucoup plus long dans le temps. Pourquoi pas sur 20 ans de ces prêts garantis par l'État, pour pas que les gens qui en ont bénéficié souffrent d'une double peine, à savoir une perte d'exploitation en ce moment et puis un remboursement précipité à la sortie de la crise, ce qui emporterait les entreprises par le fond. Le ministre de l'économie a eu une belle analyse, moi je trouve, de ce qu'est la France aujourd'hui, en disant que la France était un pays d'entrepreneurs. C'est vrai qu'on n'a pas forcément cette image-là, et j'ai plutôt tendance à penser qu'il a raison quand on voit le dynamisme d'un tas de secteurs d'activité, de start-up aujourd'hui qui réinventent l'économie du pays. Ce que disait Guilhem, c'est intéressant. Les Français, les lecteurs de la Provence ont donc une plutôt bonne opinion de l'action économique de la France pour gérer cette crise. Est-ce que vous pensez qu'au regard de ce qui se fait, vous qui avez un regard aussi macroéconomique dans le reste du monde, là on fait figure de bons élèves? Par rapport à la vaccination, il n'y a pas de doute, on est bien meilleur et on peut peut-être même dire que la France est un pays inégalé en matière de soutien financier à ses entreprises, Guilhem. Et puis, vous l'avez vu aussi, le ministre des Finances est venu avec un prêt de 40 millions pour la CNIM qui ne sera pas dépecé, qui ne sera pas vendu par appartement, comme on dit, parce que Bruno Le Maire, vous en avez peut-être parlé avec lui également, souhaite qu'on réindustrialise la France, parce que, comme je le disais tout à l'heure, depuis 30 ans, on a perdu des secteurs entiers de notre industrie et donc des emplois en masse.
C'est effectivement ça, je vous rejoins Eric sur cette analyse. L'arrêt de bon nombre de secteurs d'industrie primaire ou secondaire a deux conséquences. La première, c'est qu'on perd une forme de souveraineté, et on l'a vu pendant cette crise sur des choses très simples, par exemple la fabrication de masques chirurgicaux qui est quasi inexistante désormais en Europe. Ça, c'est le premier point, et c'est plutôt grave pour un État de perdre cette capacité d'autosuffisance industrielle. Et la deuxième, c'est que l'industrie, mine de rien, est un formidable ascenseur social, c'est-à-dire que l'industrie a été le réservoir, j'allais dire, d'emploi et de postes pour des gens parfois peu qualifiés, et permettait une ascension. Rentrer à 14 ans avec un CAP dans une usine et terminer chef de production dans une usine, c'était des parcours possibles, et surtout c'était utilisateur de nombreux emplois. L'industrie a toujours consommé beaucoup de main-d'œuvre, et c'est ce qui manque aujourd'hui à la France. Quand on regarde les courbes que vous connaissez bien, vous Eric, spécialiste des questions d'économie, on voit bien que la courbe descendante de l'industrie en France, elle croise à un moment donné la courbe montante du chômage, parce que effectivement ces postes-là spécifiques à l'industrie où on recrutait massivement n'existent plus. Merci beaucoup Guilhem, donc grande interview au tamis des lecteurs de la Provence demain de Bruno Le Maire, et puis la colère des restaurateurs à la une donc de votre quotidien dans les Bouches-du-Rhône et ailleurs, dans toute la Provence d'ailleurs. Merci Guilhem, à la semaine prochaine. Bon week-end. On va s'intéresser dans quelques minutes à l'avenir de la baguette, mon cher Eric, patrimoine français. C'est vrai que c'est une image d'Épinal que le monde connaît de la France. Ouais, en général, c'est la baguette sous le bras et le béret sur la tête. C'est comme ça que nous voient les Américains. Regardez, ça me donne faim, dis donc. C'est une belle baguette qui seront peut-être intronisées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant cela, des nouvelles des liaisons maritimes entre la presqu'île de Hyères et les îles d'Or, l'île de Porquerolles notamment. Il y a des petits changements avec une fréquence qui s'accroît. C'est une bonne nouvelle pour vous et pour les touristes qu'on espère voir nombreux cet été. Marion Colangelo. Du nouveau dans les liaisons entre Hyères et les îles d'Or. La ville a décidé de modifier la délégation de services publics en charge des dessertes maritimes. De nombreux changements vont intervenir cette année afin de garantir une meilleure préservation du territoire. On avait la volonté collective de réduire la capacité de charge puisque on avait été vraiment un peu envahi l'année dernière, et je crois que le but est largement atteint. On réduit les transports publics en limitant à 4000 par jour les transports, ils étaient à 6000. On surveille les autres bateliers et on négocie avec eux. On est attentif au mouillage des particuliers. Et je crois qu'on met en place aussi une modernisation des réservations de telle façon que on ne soit plus obligé d'aller sur la route de Gien pour aller prendre son bateau, mais on sait avant d'y aller qu'on l'aura. C'est aussi une réelle avancée en termes de plage horaire proposée au public, aux habitants et aux travailleurs de l'île de Porquerolles. Désormais, des liaisons seront assurées le soir avec un dernier retour sur le continent à 22h30 pour les visiteurs et 23h30 pour les travailleurs. Alors pour l'augmentation des plages horaires au niveau du, on va dire, hors saison, c'est très bien pour les écoliers qui avant devaient attendre le bateau de 18h quand il finissait à 15h. Donc ça, c'est très bien pour les habitants. Et après aussi pour les saisonniers, parce qu'aujourd'hui, il y a un réel problème de logement, que ce soit pour les habitants, mais également pour les saisonniers. Et donc ces horaires-là vont permettre aux commerçants de pouvoir faire fonctionner correctement leur commerce avec le personnel qui va pouvoir rentrer chez lui le soir. Une première année d'expérimentation va permettre de tester toutes ces modifications avant d'autres améliorations peut-être pour 2022. Oui, je crois que c'est un beau moment pour Porquerolles, les îles et le tourisme. C'est aussi un moment où on doit s'améliorer sans cesse. On ne va pas passer de la nuit à la lumière dans la journée, mais on peut espérer que pendant l'été, et notamment à partir de 2022, on a un système qui fonctionne très bien. En pleine période estivale, l'île de Porquerolles peut accueillir plus de 10 000 personnes par jour. Et on en vient à ce dossier majeur en fin de Grand Direct et en fin de semaine, parce que la baguette, mon cher Eric, et vous allez nous en dire deux mots, pourrait faire son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, au patrimoine immatériel de l'UNESCO, exactement, parce qu'en général, l'UNESCO, ça classe plutôt des monuments, des édifices religieux, et là, la baguette française pourrait faire son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors la décision n'est pas attendue avant l'automne 2022, parce que, évidemment, il y a beaucoup de
de rapport à faire par l'UNESCO sur cette fameuse baguette. Il faut savoir que la baguette était en concurrence en France pour participer à cette nomination avec une fête viticole dans l'Arbois, ça, on est dans le Jura, et avec les Zinc des Toits de Paris, c'est la baguette française qui a été préférée pour tenter d'arriver dans ce patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce serait une consécration hallucinante. Alors, on va voir ce qu'en pense justement notre invité Gérard Pellati, qui est président du syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Var. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que pour vous, ça serait une bonne nouvelle? J'imagine que oui. Ah ben, naturellement, ça serait premièrement, c'est une excellente nouvelle, et puis j'espère que la suite nous sera favorable. Alors, comment vous verriez cette instauration au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Est-ce que vous pensez que ça doperait les ventes, par exemple? Elles sont déjà au top, puisque les gens viennent aussi en France pour manger le pain français. Oui, les gens ont raison, parce que le pain français est excellent, d'autant plus que c'est une baguette labellisée, le pain de tradition française. C'est la France qui l'a fait labelliser au niveau européen, et c'est un produit qui a du goût, qui est sain, qui est à la portée de toutes les bourses, et c'est un aliment plaisir, le pain. Comment vous définiriez la recette? Enfin, c'est même pas comment, c'est quelle est la recette d'une bonne baguette? La recette d'une bonne baguette, c'est d'abord l'amour de bien faire, l'amour de respecter, j'allais presque dire, le mode de fabrication, un pétrissage lent, une pousse avec un S-pouce, des pousses bien maîtrisées, et puis un four à point, et puis voilà. Une grigne, c'est le coup de lame que nous donnons pour que les gaz s'évacuent harmonieusement lors de la cuisson, avec une belle croûte qui est légèrement foncée, voire noircie in fine. Voilà. Et un pain qui craque sous la dent. Voilà, ça donne extrêmement faim, Gérard Pellati, quand on vous entend parler de la baguette. On en a l'eau à la bouche. Je voulais vous poser deux questions. La première, c'est est-ce qu'on a une idée de combien de baguettes sont vendues? Alors peut-être pas en France, mais par exemple dans le Var, où vous êtes. Et puis ensuite, je vous poserai une question sur l'avenir des boulangeries. Mais sur le nombre de baguettes? Alors honnêtement, non, mais je dirais qu'à la louche, compte tenu que le Var compte à peu près aux alentours de 520 boulangeries. Quand je dis boulangerie, ce sont des professionnels qui achètent la farine et qui font la pâte et qui vendent du pain. Mettons entre 400 et en moyenne 450 en moyenne, je dis bien, baguettes par entreprise. Ça fait au compté, ça fait un certain nombre de baguettes. Et mieux que ça, enfin pas mieux que ça, c'est que quand le pain est bon, tout est meilleur. Imaginez que vous ayez une bonne daube de sanglier avec un bon rouge corsé, avec du pain de mie. Ça n'a pas le même goût que les mêmes produits avec une baguette craquante. Voilà. Alors nous, en régie, on recrute nos techniciens après Mathsup et Mathspé. Ça fait 234 000 baguettes, le calcul que vous nous avez proposé. Vous vous rendez compte, 234 000 baguettes. 234 000 pour le Var. Je voulais également aborder avec vous, Gérard Pellati, vous avez cité le nombre de boulangeries dans le Var. Quand on regarde le nombre de boulangeries qu'il y avait en France dans les années 70, j'ai regardé, c'était 55 000. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 35 000 dans le pays. Comment est-ce que vous expliquez, alors que la baguette est une star, vous l'avez rappelé, avec de la daube de sanglier, mais avec plein d'autres choses, comment est-ce que vous expliquez qu'on ait perdu finalement 20 000 boulangeries en quelques décennies? Alors, il y a plusieurs causes. Premièrement, les boulangeries, il y a 35 ans, 40 ans, elles étaient positionnées au milieu de leurs clients, de la population. La population se déplaçant, les centres-villes se désertifiant,
les boulangeries se sont repositionnées dans les quartiers en bordure de route. Et puis, la plupart de petites boulangeries ont disparu parce que ça devenait, comment dirais-je, moins rentable, mais même plus rentable, au profit d'entreprises qui étaient plus importantes avec des structures conséquentes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu de la consommation des repas hors foyer, repas qui étaient, comment dirais-je, qui étaient avec du pain, certes, mais qui étaient fournis par de l'industrie. Et cette clientèle, cette consommation échappait aux boulangers traditionnels. Et puis après, il y a eu, c'est inévitable, l'émergence de la grande distribution qui nous a fait, comment dirais-je, qui nous a pris une part importante du marché. Mais ceci dit, la boulangerie traditionnelle est quand même leader en France de la distribution du pain dans le Var et en France. Ouais, et on souhaite que ça le reste, évidemment, parce que notre artisan boulanger... Vive la baguette varoise. Exactement, vive la baguette varoise. Les 234 000, ça fait quoi? C'est 234 000 par jour, du coup? Oui, par jour. C'est absolument incroyable. Baguette vendue par jour dans le Var, selon nos calculs. Alors, c'est pas une science exacte. En tout cas, merci beaucoup à vous, Gérard Pellati, président du syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Var. La baguette française, peut-être au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir. Merci à vous. Et à bientôt. Et bon vin et bonne baguette. Merci beaucoup. On va quitter le Var et notre région avec le retour d'un rendez-vous qui nous avait un peu échappé ces dernières semaines. Parce qu'à chaque fois le vendredi, tombaient des éditions spéciales, des annonces qui nous obligeaient à remodeler un petit peu le conducteur de cette émission. Mais c'est le retour donc, des Azuréens du bout du monde. Direction Colombo, la capitale du... Alors, c'est imprononçable, donc j'y arrive pas. Non, la capitale du Sri Lanka. Mais c'est pas Colombo, la capitale du Sri Lanka. Mais non, mais c'est... oui. C'est un nom extrêmement compliqué qui nous donne... Sur les cartes, c'est écrit juste en dessous. Oui, mais c'est très très compliqué. Regardez sur Google, vous allez voir, le nom est imprononçable, vraiment. Pour nous, ça sera Colombo, et c'est Claudia Olivier, évidemment, qui a réalisé cet entretien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Azuréens du bout du monde. Donc ce soir, on va retrouver Marjorie qui se trouve actuellement au Sri Lanka. Bonsoir Marjorie, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Donc vous êtes originaire de Nice et puis il y a 8 ans, vous êtes partie au Sri Lanka, à Colombo. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous faites exactement là-bas? Je suis venue à Colombo pour un stage de fin d'études il y a 8 ans. J'étais en stage à l'ambassade de France. Et j'ai rencontré mon mari ici, qui est un Sri Lankais qui a grandi en France, qui venait juste de revenir. Et on a monté une agence de voyage à Typique Lanka il y a 8 ans. Et on est resté. Avec plus de 80 000 cas et 437 décès au Sri Lanka, pour plus de 21 millions d'habitants. Comment pouvez-vous décrire l'ambiance générale du pays face à la crise aujourd'hui? Il y a eu un petit moment de panique au début et puis les choses ont été assez vite prises en main par les autorités. On a eu un confinement qui a duré 3 mois. Et un confinement vraiment strict, c'est-à-dire qu'on ne sortait pas de chez soi, il n'y avait pas d'attestation, on ne pouvait pas sortir pour aller se ravitailler, rien du tout. C'est pour ça aussi que la situation était plutôt bien maîtrisée et donc on a pu reprendre une vie à peu près normale après. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour limiter la propagation du virus? Alors, il faut savoir que le Sri Lanka, c'est une île, donc à partir du 15 mars, les frontières ont été fermées, totalement fermées, et pendant 10 mois. C'est-à-dire que personne n'a pu rentrer. Mais sinon, oui, les masques, les prises de température, mais rien de plus. Vous qui travaillez dans le domaine du tourisme, j'imagine que la fermeture des frontières, même d'autres mesures qui ont été mises en place ont dû impacter votre travail. Vous pouvez nous en dire un peu plus? On était 25 au mois de mars, on n'est plus que 4 à l'agence. Donc voilà, on fait le dos rond, on attend, en sachant que là, on peut dire quand même qu'on commence à avoir un peu un bout du tunnel avec les frontières qui ont réouvert fin janvier et puis la campagne de vaccination qui a commencé au Sri Lanka qui permet aussi d'entrevoir ce bout du tunnel. Justement, sur la campagne de vaccination,
Comment est-elle perçue par les Sri Lankais? La vaccination, tout le monde l'attend avec impatience. Pour le moment, c'est que à Colombo, encore une fois, parce que les écoles sont fermées à Colombo, les cas étaient concentrés à Colombo. Ça va se faire petit à petit, ou même peut-être plutôt rapidement. Et c'est une bonne chose. Avec la fermeture de frontières également, ça a été compliqué. Enfin, vous n'avez pas pu rentrer en France. J'imagine que c'est une situation difficile pour vous. C'est ce qui est le plus dur et c'est dans ces moments-là où on se rend compte que l'expatriation, ça a plein de bons côtés, mais effectivement, on avait l'impression et on avait oublié même que c'était possible d'être bloqué. On se console comme on peut, mais effectivement, dès que ce sera possible de rentrer, c'est la première chose que je ferai, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous manque le plus ici, de la région PACA et de Nice en particulier? Ah bah alors, ma famille et mes amis, évidemment. Mais la nourriture, beaucoup, parce que ça, pour le moment, même après 8 ans, j'ai le rice and curry, bon, c'est bien, mais voilà, ma petite baguette, mon petit pain bagna, ça me manque. Écoutez, Marjorie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Je vous dis merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel Azuréen à l'autre bout du monde. Voilà, Claudia Olivier. Alors, on a entendu la baguette. Hein, la baguette. Elle est là. Et alors, je vais me risquer à la prononciation. Donc, c'est la capitale économique, Colombo. Et effectivement, la capitale administrative du Sri Lanka, c'est Sri Jayawardenepura Kot. À vos souhaits. Merci. Vous voyez, je vous avais dit que c'est difficilement prononcé. Ah oui, non, puis en plus, j'imagine qu'il y a des histoires d'accent et de prononciation dans la langue qu'il faut, que je n'ai pas. Donc, mais bon, voilà, c'est Sri Jayawardenepura. C'est réussi, bravo. Merci Eric. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Merci à Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Stéphanie Mossman et Philippe Caudet. Merci également à tous nos journalistes dans nos 3 rédactions du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Bon week-end à vous et à lundi.